Et yo tout le monde, c'est Farstarport aujourd'hui, très content de vous retrouver pour le 10e et dernier épisode de ma présentation sur les partis politiques du Québec que je suis depuis plus de 18 mois maintenant. On arrive enfin au dernier épisode, j'ai un petit peu traîné malheureusement, mais bon, ça se termine aujourd'hui avec le Parti libéral du Québec, sans aucun doute, le parti le plus historique de cette province et vraisemblablement aussi le parti le plus influent au cours de l'histoire de notre province. Comme je l'ai répété pour tous les autres partis, je le répète encore, c'est pas du tout par rapport à une élection en particulier, donc on va parler de ce parti-là, ce parti libéral en général à travers toute son histoire, mais c'est pas par rapport aux élections de 2026 qui arrivent dans 6 mois, aujourd'hui je le réitère, c'est juste par rapport au parti en général, tout comme les 9 autres épisodes que j'ai déjà couverts. On commence donc comme d'habitude avec l'histoire du parti, tout commence en 1867, où en fait l'acte de l'Amérique du Nord britannique, la fondation du Canada, et c'est également à partir de ce moment-là, directement en fait après la création du Canada, que ce parti libéral a été fondé. Et il s'inspire notamment des idées libérales et tire ses origines du Parti patriote et du Parti rouge, deux formations donc qui existaient avant la naissance de la Confédération canadienne. 1887, c'est la première fois qu'ils accèdent au pouvoir avec Honoré Mercier qui devient Premier ministre suite au mécontentement de la pendaison de Louis Riel. Honoré Mercier qui sera donc considéré comme l'un des pères du nationalisme québécois et qui a beaucoup milité pour les droits provinciaux. Il restera en poste quelques années puis sera battu par les conservateurs. Les libéraux reviennent en pouvoir en 1897 pour une véritable ère de domination pendant près de 40 ans. Ça commence avec l'élection de Félix Gabriel Marchand, puis il y a eu divers autres premiers ministres libéraux, Parent, Gouin et Taschereau. C'est donc une ère marquée par l'industrialisation, le développement économique et l'expansion du territoire. Ils finissent par être battus seulement en 1936 par l'Union nationale de Maurice Duplessis, une formation plus conservatrice. Cependant, après un mandat seulement de Duplessis, les libéraux reviennent au pouvoir en 1936 avec Adélard Godbout dans un contexte de Seconde Guerre mondiale. Un mandat qui fera énormément bouger les choses puisqu'il accordera notamment le droit de vote aux femmes et passera la loi sur la fréquentation scolaire obligatoire, en plus aussi de poser quelques bases de la Révolution tranquille dont on va parler dans 2 secondes. Godbout lui aussi fera qu'un seul mandat, il quitte en 1944, battu encore une fois par l'Union nationale de Maurice Duplessis. Ensuite, on entre dans la période dite de la Grande Noirceur où l'Union nationale de Maurice Duplessis justement a dominé la province pendant 16 ans. Mais ce n'est pas une vidéo sur l'histoire du Québec. Je vous invite à vous renseigner par vous-même sur cette période fort intéressante. Mais nous, on se concentre sur les libéraux qui reviendront donc au pouvoir en 1960 avec Jean Lesage. Et ça va être le début de la fameuse Révolution tranquille, une période de modernisation de la société québécoise très rapide, menée donc par ce parti libéral avec des projets comme la nationalisation de l'électricité, donc création d'Hydro-Québec, avec une laïcisation de la société, donc beaucoup moins de place pour l'église catholique et des réformes clés en santé et éducation. Concrètement, tout ça, je vais vous en parler dans la 4e section, la section exemple concret, mais ça je vous donne juste en général ce qui s'est passé. En 66, après 2 mandats, c'est le retour de l'Union nationale, mais encore ils reviendront pour un mandat seulement puisque dès 70, les libéraux reprennent le pouvoir cette fois-ci avec le premier mandat de Robert Bourassa qui continuera donc la Révolution tranquille avec d'autres réalisations comme la création de la RAMQ, le régime d'assurance maladie, avec la mise en place aussi du français comme la langue officielle du Québec. Politiquement, c'est marqué par la crise d'octobre en début de mandat. Encore une fois, on n'est pas là aujourd'hui pour expliquer l'histoire du Québec, mais la crise d'octobre en 70, c'était un attentat terroriste lié à des mouvements séparatistes qui a grandement choqué le Québec dans cette époque-là. Et en 76, il quitte le pouvoir battu par René Lévesque du Parti québécois. J'en profite pour glisser ma petite pub, mais bien évidemment, j'ai fait une vidéo sur le Parti québécois aussi. N'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse parce que en vrai, l'histoire du PLQ est intimement liée à l'histoire du PQ, surtout dans les années récentes. C'est souvent soit l'un soit l'autre qui a le pouvoir. 1985, retour au pouvoir, toujours sous Robert Bourassa, donc qui avait déjà accumulé 2 mandats
dans les années 70, là qui retourne en 85 et réaccule de mandat encore, donc clairement l'un des premiers ministres les plus marquants du Québec, on peut le dire. Cette fois-ci dans un contexte post-référendaire, donc après le référendum échoué de 80 mené par le PQ, contexte globalement de récession économique aussi, ce qui va donc justifier des investissements en infrastructures massives. Côté identité, il y a une volonté d'affirmer le Québec, mais tout en promouvant le fédéralisme, tout en misant clairement sur le Canada. Et l'exemple le plus concret de ça, c'est les fameux accords du lac Meach. Même s'ils ont été un échec, c'est pas vraiment de la faute de Bourassa ou des libéraux. J'en profite pour dire que ça va de soi, mais pendant les deux référendums, le Parti libéral du Québec a été l'une des voix principales pour le non, donc contre l'indépendance du Québec, pour que le Québec reste au sein du Canada. En 1994, il est encore battu à nouveau par le PQ, cette fois-ci de Jacques Parizeau. Donc comme j'ai dit, deuxième référendum, le PLQ incarne le parti du non. Et 2003, retour au pouvoir, cette fois-ci avec Jean Charest qui va lui accumuler 3 mandats. Donc jusqu'en 2012, son mandat qui sera marqué par des idéologies néolibérales, des idéologies de fédéralisme assuré et marqué par une volonté de réduire le déficit, parfois des politiques d'austérité aussi, et qui se conclura donc par le fameux printemps d'érable. Là encore une fois, c'est plus l'histoire du Québec que l'histoire du Parti libéral, mais le printemps d'érable en 2012, c'est une grande révolte étudiante suite aux augmentations de frais de scolarité qui a encore une fois beaucoup bouleversé le Québec. Les libéraux donc en 2012 battus par le Parti québécois, encore une fois, cette fois-ci mené par Pauline Marois. Le mandat de Marois, comme on l'a vu dans la vidéo sur le PQ, qui sera très très court puisque dès 2014, les libéraux retournent au pouvoir pour une dernière fois, jusqu'à maintenant en tout cas, avec Philippe Couillard en 2014. De ce que j'ai compris, c'est vraiment la suite des politiques de rigueur budgétaire et de compression. Ils atteignent par contre l'équilibre budgétaire pour la première fois depuis très longtemps. Il y a eu une réforme des retraites aussi par exemple, et c'était un gouvernement globalement impopulaire qui a accéléré le déclin du PLQ de ce que j'ai compris. Donc en 2018, battu par la CAQ aussi. J'ai fait une vidéo là-dessus il y a quelques mois, n'hésitez pas à aller la voir. En fait, oui, j'ai fait des vidéos sur tous les partis politiques du Québec, donc vraiment, allez voir ça. C'est des histoires qui sont en fait intimement interreliées en fait. Donc c'est bien de tous les regarder pour avoir une vision d'ensemble. Maintenant 2018-2022, je qualifierait clairement ce qui s'est passé de chute libre, déjà parce que dans le contexte politique global, c'est la fin du bipartisme entre le PQ et le PLQ que, comme on l'a vu, qui s'était mise en place début années 70, avec bien sûr l'élection de François Legault de la CAQ, mais aussi l'émergence d'autres partis comme Québec solidaire plus à gauche et le Parti conservateur du Québec plus à droite, qui fragmentent le paysage politique québécois, on va dire. Et là, quand je dis fragmente, c'est pas forcément dans un sens péjoratif, attention. Le PLQ, quant à lui, donc réalise ses pires pourcentages électoraux d'affilée depuis la création du parti. En 2018, ils obtiennent 24,8% des voix, soit leur pire résultat depuis leur création, comme on a dit, en 1867. Donc c'est quand même historique. Puis 2022, ils font encore pire, 14,37%. Pire résultat à nouveau. Et ils arrivent derrière le PQ et Québec solidaire. Donc ils étaient le 4e parti en ordre de pourcentage de vote seulement, si je me rappelle bien. Le truc, c'est qu'ils parviennent quand même à rester l'opposition officielle durant ces 2 mandats, durant ces 2 législatures. Donc au moins, ils sauvent un petit peu la maison. Mais en 2026, le présent est un peu plus lumineux, il remonte très très fort dans les sondages. En fait, ils n'ont jamais été aussi haut dans les sondages depuis plusieurs années maintenant. Donc c'est un petit peu peut-être une espèce de lumière au bout du tunnel, en tout cas à voir comment ça va se terminer en octobre aux élections cette année de 2026. Maintenant parlons un petit peu de l'idéologie, et encore une fois c'est un peu compliqué parce que comme vous avez vu c'est un parti historique qui existe depuis plus de 150 ans, ou si je compte bien, enfin en tout cas une centaine d'années. Donc bien évidemment leurs politiques ont énormément évolué au cours de son histoire, donc c'est dur vraiment de qualifier leur idéologie, mais je vais quand même essayer de le faire. Donc tout d'abord ce qu'on retiendra c'est un fédéralisme canadien, donc une claire position pour que le Québec reste une province au sein du Canada. C'est pas nécessairement un amour pour le Canada, c'est pas du tout un mépris pour la culture québécoise, très loin de là, mais en tout cas politiquement cette volonté de rester au sein du Canada.
Ensuite, comme son nom l'indique, c'est un parti de libéralisme économique. C'est un parti, bon, c'est peut-être un peu controversé, mais quand même relativement de progressisme modéré. Ça, on va le voir concrètement dans les exemples après. Oui, c'est un parti quand même assez progressiste historiquement. Comme j'ai dit, c'est un parti quand même, contrairement aux clichés qu'on peut avoir, c'est un parti qui promouvoit quand même le nationalisme et le français, certainement d'une façon beaucoup plus modérée que d'autres partis, mais il faut pas du tout tomber dans cette impression qu'ils s'en foutent du français ou quoi. C'est quand même, en tout cas, selon eux, des défenseurs du Québec, des défenseurs du français, mais juste d'une manière beaucoup plus, on va dire, douce. C'est aussi un parti qui a démontré historiquement pas mal de centralisation de pouvoir, surtout dans les dernières années récentes, dans les derniers cycles électoraux. C'est un parti qui défend énormément le multiculturalisme et l'immigration face notamment aux attaques des autres partis. Encore une fois, si vous voulez en savoir plus, allez regarder ces autres vidéos là, mais je pense que ça fait pas mal d'années que le Parti libéral est implanté comme, entre guillemets, le parti des immigrants et du multiculturalisme, même si on pourrait débattre que Québec solidaire essaie un peu de challenger ça. Dans la même veine, c'est vraiment le parti qui défend les minorités linguistiques, notamment l'anglais, défendre ces minorités linguistiques face à des attaques jugées, selon eux, trop dures par les autres partis. Et pour finir, un certain interventionnisme de l'État. Donc c'est vrai que ça va un petit peu à l'encontre du nom de leur parti, mais historiquement on a vu quand même pas mal d'interventionnisme. Maintenant pour leur chef, bon, je vais essayer de faire ça vite parce que pour le coup je pense pas que c'est la partie la plus intéressante pour le Parti libéral. Donc c'est Charles Millard. Il est né le 10 septembre 1979 à Lévis, donc il est actuellement âgé de 47 ans. Il a obtenu un bac en pharmacie et un certificat en économie à l'université de Laval. Ensuite, il a poursuivi ses études avec un DESS en gestion et un MBA en administration des affaires à HEC Montréal. Ensuite, de 2003 à 2013, il a occupé plusieurs postes à Uniprix et jusqu'à devenir vice-président exécutif vers la fin. 2017-2019, il était dans le cabinet de relations publiques à l'entreprise National Inc. Ensuite, il est devenu le PDG de la Fédération des chambres du commerce du Québec jusqu'à 2024, où il va se lancer à la course à la chefferie du PLQ qui s'est soldée en juin 2025, où il est arrivé deuxième, battu à 47,7% par Pablo Rodriguez, donc vraiment c'était très serré. Suite aux scandales qui sont venus au sein du PLQ avec Pablo Rodriguez, ce dernier a démissionné, donc nouvelle course à la chefferie. Charles Millard est seul dans la course, donc il sera élu par acclamation en mars 2026. Maintenant, parlons des exemples historiques de ce que a fait ce parti. Donc, un petit peu à l'image du PQ et de la CAQ, vu que c'est un parti qui a déjà été au pouvoir, je vais plus m'attarder sur leur réalisation historique plutôt que leurs promesses pour 2026. Mais comme justement les élections 2026, ça arrive très vite, restez penchés sur ma chaîne parce que dès que ça arrivera, dès qu'ils sortiront leurs promesses, leur plateforme électorale, je ferai une vidéo qui résumera tout ça, qui résumera ce qu'ils proposent en tant que parti pour 2026. Donc, restez penchés, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Je suis désolé, je vous ai mis un petit peu dans le désordre, mais à chaque fois je vais préciser c'est quelle époque. Donc on a d'abord la création de la Régie des rentes du Québec, un régime public de retraite distinct du programme fédéral en 1964 sous le SAGE. Toujours sous le SAGE, toujours dans les années 60, on a la création des polyvalentes, donc des écoles secondaires combinant formation générale et professionnelle. Toujours en 65, on a la création de la Caisse de dépôt et placement, donc qui permet de gérer les régimes de retraite et investir dans l'économie québécoise. Maintenant, en 75, sous Bourassa cette fois-ci, on a l'adoption de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. On a donc ces fameux accords du lac Meach, des accords constitutionnels qui permettaient de reconnaître le Québec comme une société distincte mais au sein du Canada, donc qui a été grandement négocié par Robert Bourassa à l'époque. En 87, c'était en fait, et même si, comme je l'ai dit, ça a été rejeté, on peut quand même souligner cette négociation et les gains initiaux qu'il aurait espéré obtenir. Ensuite, on saute une époque, cette fois-ci à Jean Charest en 2006, qui a adopté la loi sur le développement durable du Québec, qui oblige l'administration publique à intégrer le développement durable dans ses actions.
On saute encore d'une époque 2017 maintenant avec la loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l'État qui exigeait notamment un visage découvert pour le personnel de l'État. C'était en 2017. Retour dans le temps, sous le Sage, il y avait eu la planification et l'organisation de l'Expo 67. En très bref, c'est un événement culturel international qui a radicalement transformé la société québécoise. Si vous avez bien suivi, effectivement en 67, c'était le gouvernement de l'Union nationale, c'était pas techniquement le PLQ, mais dans une grande partie, c'est le PLQ qui a porté et préparé ce projet-là. Là, on remonte encore plus loin, 1912, avec le premier ministre Gouin qui a fait l'annexion d'Angava, donc un territoire au nord du Québec, permettant un agrandissement significatif du territoire et l'ouverture du développement du nord du Québec. Et en dernier, retour en 72 sous l'ère Bourassa avec la création des centres locaux de services communautaires pour offrir des soins de proximité. Maintenant, on va regarder les résultats historique de ce parti, et vu que c'est, comme je l'ai dit, le parti le plus historique du Québec, il y a beaucoup de résultats, donc je vais bien sûr pas tous les commenter. Je vous mets d'abord la fiche Wikipédia condensée et à tout moment mettez sur pause parce que je peux pas tout commenter. Donc voilà, 1867, leur première élection, en fait la première élection de l'histoire du Québec. Ils arrivent deuxième très très loin derrière. 1886, première victoire avec Honoré Mercier. 97, le début de l'ère de domination libérale au début du XXe siècle. 39, le fameux mandat d'Adélard Godbout qui a changé beaucoup de choses. 60, le premier mandat de Jean Lesage, le début de la Révolution tranquille. 70, premier mandat de Bourassa, suite de la Révolution tranquille. 85, troisième mandat en fait, et retour au pouvoir de Robert Bourassa. 2003, retour au pouvoir avec Jean Charest. 2014, élection de Philippe Couillard. 2018, première chute historique pour le parti. Et puis enfin 2022, deuxième chute historique. Et comme je vous l'ai dit, ils sont arrivés seulement troisième, si vous remarquez, en termes de bulletins valides, même s'ils parviennent à conserver l'opposition officielle. Et voilà les amis, c'est donc la fin de cette vidéo et la fin de cette très longue série qui a duré 18 mois. Je voulais la rentrer en fait à la base en un an à peu près. Je pense que c'est en septembre 2024 que j'ai sorti la première vidéo sur le Démocratie Directe, le parti en bas à droite que vous pouvez voir je pense. Bon, finalement, j'ai un petit peu traîné, voilà, aussi. Il y a eu des courses à la chefferie, au PLQ, oui, à QS aussi, là maintenant à la CAQ qui a retardé un petit peu les choses. Mais voilà, je suis très content d'avoir fait ça. Toutes les vidéos sont maintenant disponibles pour les 5 grands partis comme pour les 5 partis un petit peu plus mineurs. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à aller voir ces vidéos. Comme je vous l'ai dit, l'histoire politique du Québec est intimement interreliée entre ces grands partis-là. Enfin, je vous dirais surtout peut-être PLQ, PQ, un petit peu CAQ sur les années récentes. J'espère vraiment que vous en aurez appris plus. Moi, j'ai adoré faire cette série-là. Personnellement aussi, j'en ai appris beaucoup. Notamment sur les partis moins connus, mais aussi sur les partis plus connus. Il y a toujours eu des petites informations intéressantes à savoir. Comme je vous l'ai dit, on se retrouve dans quoi? Dans peut-être 4-5 mois, peut-être fin ou début septembre, pour couvrir les élections d'octobre 2026, qui seront très importantes cette année, hein, vraiment, avec des grands enjeux et qui, pour l'instant, s'annoncent assez serrés entre le PQ et le PLQ. Donc voilà, on va suivre ça avec grand intérêt sur cette chaîne. Je vais vous résumer tous les plateformes électorales des grands partis, quand ils sortiront, et peut-être même plus de contenu. On va suivre ça. Et puis, nous on se dit à très bientôt donc pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Farstrapa. A plus à la prochaine. Allez, ciao!